Buenos días, hoy tengo el gusto enorme de estar con Patrice Franceschi, el primer francés que vamos a estar entrevistando en Al Aire con France. Esta entrevista será un poco atípica, porque la vamos a realizar en francés y no en español, como se es de costumbre en este espacio. Sin embargo, Patrice es una persona que encontré meramente por casualidad. Me la había presentado uno de mis buenos amigos y compañeros de aventura, que también está conmigo acá hoy, y nos va a estar acompañando en esta entrevista. Patrice es escritor, es francés, es marino, es aviador. Fue la primera persona del mundo en dar una vuelta en un ultraliviano alrededor del planeta entre el año 84 y el año 87, si no me equivoco. Aterrizó en Maracaibo, si no me equivoco, con su ultraliviano. Exactamente. Sería bueno tener una foto en el periódico de esto, pero la vamos a buscar. On va avoir une photo de ça. Ah, Ça doit exister. oui, il y avait. On peut chercher ça. Absolument. Avec mes amis. Cuando estuve en Venezuela, en Maracaibo, está Colombia. Después. Después hubo yo no sé cuántos periódicos y revistas y televisión y radio que han venido para hacer fotos, yo no sé qué, pero está en 85. 85. ¿Te 85. recuerdas el mes aproximadamente? No, ahorita no, pero... Bueno, si me lo buscas, te busco el 85, periódico y lo sí. ponemos en el artículo. Si me voy a ver mis notas y todo, yo puedo lo decir, pero ahorita no. Súper. Bueno, Pero el año 85. nuestro invitado también habla un poco de francés, de español, como Sí. podemos ver. Bueno, ya nos vamos al francés. Bonjour Patrice, c'est un grand et énorme plaisir de t'avoir ici. Tu es la première invitée française à la conférence à faire un début en français, donc ça me donne une énorme joie de t'avoir ici. Patrice Franceschi, né le 18 décembre 1954, 70 ans. Et normalement, je essaye de choisir un titre pour entretien. Les titres qu'on a choisis pour cet entretien avec mon ami Stefano, qu'on présentera bientôt, c'est Épuiser le champ des possibles, en hommage à Pandar. Patrice Franceschi, français, écrivain, marin, aviateur, explorateur, et ancien et premier président de la Société d'explorateurs français. Et bienvenue à la conférence avec mon ami Stefano, et partenaire d'aventure, partenaire des montagnes. Et bientôt, on espère l'accueillir peut-être avec toi au Venezuela. Si la situation change, bienvenue à l'espace. Merci pour tous ces mots. Je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Bon, je crois qu'on peut commencer par ta vie, Patrice. Pourquoi tu as choisi une vie qui a été faite d'aventure? Alors, il y a des mystères qu'on ne peut pas éclaircir complètement, même une fois qu'on arrive à l'automne de sa vie. Il y a beaucoup de mystères. J'ai eu une chance très claire, c'est que quand j'avais 12, 13, 14 ans, je savais très bien ce que je voulais faire. Je voulais vivre toutes les aventures possibles et imaginables et écrire tous les livres possibles et imaginables. Parce que je lisais des livres d'aventure, je lisais d'autres livres qui me plaisaient en tant que tels, je voyais des aventures, etc. Et donc, je voulais faire ça. Et quand, vers l'âge de 15, 16, 17 ans, on me demandait qu'est-ce que tu vas faire plus tard, et je disais, moi, l'aventure, l'écriture, écrire des livres, on me disait, mais c'est pas un métier, ça n'existe pas. Écrire des livres, d'accord, c'est un métier, mais c'est trop risqué. Bref, non. Ok, mais moi, je savais très bien ce que je voulais faire, mais je ne sais pas pourquoi je voulais faire ça. Je lisais beaucoup de livres, mais mes frères, on était 5. Ils avaient la même éducation que moi, ils lisaient les mêmes livres que moi, mais ils ne voulaient pas faire la même chose que moi. C'est pour ça que c'est pas si évident. À 18 ans après mon bac, on m'a dit non, tu fais un métier, par exemple médecine, tout ça. Et j'ai cédé à l'époque. J'étais mineur. Ok. Commence médecine et là je me suis aperçu que c'était pas du tout ce que je voulais faire. La médecine c'était vachement bien, mais c'était pas ce que je voulais faire. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une fugue. J'ai laissé une lettre sur la table. J'habitais chez mon oncle, ici en France, à la caserne Champéret. J'ai laissé une lettre le 21 janvier 1974. J'ai fait mon sac et je me suis barré en cachette. Ça a duré jusqu'à ce que je sois majeur. Et je me suis retrouvé en fait en Amérique du Sud, en Guyane française. Et là, l'aventure, elle a commencé. J'étais chercheur dehors, coupeur de bois, tout. Et quand mon père me faisait rechercher, et quand les gendarmes ont retrouvé ma trace en Guyane, 3-4 mois après mon arrivée,
j'ai été prévenu par... j'étais dans un chantier forestier dans le territoire de l'Illini. J'étais le seul Français du coin. J'étais prévenu que les gens me cherchaient. Je me suis enfui au Brésil. On m'a retrouvé au Brésil. Je suis parti en Argentine et ainsi de suite. Et en fait, je suis rentré en France quand je suis devenu majeur, par les hasards de la politique, puisque quand Giscard d'Estaing, le président, a été élu, il a ramené la majorité de 21 à 18 ans. Je me suis retrouvé majeur à Rosario, en Argentine. En lisant ça dans les journaux, je dis, bon, ben non, je rentre. Je me suis embarqué sur un cargo brésilien, le Petropolis. Je suis rentré au Brésil et je suis arrivé en France. J'étais majeur. Je suis allé retrouver mon père, ma mère. Je dis, voilà, l'aventure est faite. Maintenant, on va écrire, mais je repars. Et après, c'était l'expédition au Congo, chez les Pygmées, quand j'avais 20 ans, et ainsi de suite. Donc, en fait, mon parcours a été très simple. Quand je suis parti de France, ma fugue, ce n'était pas pour fuir, c'est pour me trouver, parce que je savais très bien ce que je voulais faire. Je n'avais pas de doute. Mais quand je disais toutes les aventures possibles et imaginables, je voulais être plongeur, je voulais être pilote, je voulais être marin, je voulais être explorateur, tout. Épuiser le champ du possible, tout, mais tout faire, mais bien. Et pendant des années, j'ai passé mon brevet de pilote, marin, enfin j'ai tout fait, pas comme ça, par hasard. J'ai travaillé. Et après, j'ai refait de très longues études de philosophie. Pendant 12 ans, à la Sorbonne. Parce que je voulais aussi la partie intellectuelle pour l'écriture. Et j'ai écrit mon livre à 20 ans, le premier, chez les Pygmées. Je l'ai écrit à 20 ans, publié à 21. Puis le deuxième, écrit à 21, publié à 22. Et donc, les choses étaient en parallèle. Voilà. Et après, j'avais dit, jusqu'à mon dernier souffle, ce sera comme ça. Et on ne changera jamais. Et après, j'ai découvert Pindare. Et quand j'ai vu que ce type-là disait « Oh, mon âme, n'aspire pas à la vie éternelle, mais épuise le champ du possible », et là, je suis devenu très amoureux de toute la philosophie antique. De moins 500 à plus 500, pendant 1000 ans, la pensée occidentale a été extraordinaire. Voilà, en résumé. Tu crois qu'il y a vraiment un but dans ta vie d'aventurier, tu recherches quelque chose? La fécondité littéraire qui est au bout du chemin de la fécondité d'aventure, de l'action. Je pourrais dire j'aime faire des aventures et puis basta, après c'est fini. Ça, c'est insuffisant. En fait, épuiser le champ du possible, c'est épuiser le champ du possible technique, matériel. On part faire une expédition, on fait le tour du monde en ULM, mais c'est pas fini en réalité. Il faut que, comme Pindare, dans les Pythiques, dans ses poèmes, il faut une fécondité littéraire qui poursuit la fécondité pratique. Sinon, c'est incomplet à mes yeux. D'où la fusion permanente, consubstantielle, entre la vie d'aventure et la vie de littérature. Et les deux doivent être en permanence mêlés, ce qui ne veut pas dire qu'on fait que des livres d'aventure ou des récits d'aventure ou des romans d'aventure, pas du tout. Il faut toutes les dimensions de l'écriture. Moi, j'écris de la poésie, de la philosophie, des nouvelles, des romans, des récits, des essais, parce que c'est aussi tout le panel de ce que nous propose la littérature. Pourquoi n'en faire qu'un? Moi, je préfère tout. Mais pourquoi ne pas garder ces histoires pour toi-même? Parce que sinon, il n'y a pas de fécondité littéraire. Il faut que ça se finisse. Pas forcément chaque aventure devient un livre. Là, dans le roman que je suis en train d'écrire, j'utilise des expériences de vie que j'ai pu avoir, des gens que j'ai rencontrés, des visages, des choses comme ça. C'est une nourriture que je mets dans des romans et qui n'a jamais été racontée auparavant. Il y a plein d'aventures que je n'ai jamais racontées. Pas le temps, puis elle n'est pas intéressante pour faire un livre ou il ne faut pas trop en faire. Par contre, par exemple, en 1981, j'ai pris le train le plus long du monde, le transsibérien. Donc, qui fait en fait Moscou-Vladivostok. 11 jours de train. C'était génial. J'en ai rien fait d'autre que de découvrir ce train. Des années après, j'ai utilisé cette expérience du transsibérien pour mon premier roman qui s'appelait Un capitaine sans importance. Il débute dans le transsibérien avec des gens. Et j'ai utilisé à ce moment-là toute la nourriture, tous les gens que j'avais vus, le décor, ce qui se passait, pour le mettre dans un roman et pas dans un récit. Donc à tout instant, la littérature se nourrit du vécu, soit directement, un récit d'aventure, une aventure devient un récit d'aventure, soit indirectement, tout ce qui s'est passé est utilisé parfois 20 ans plus tard pour un roman ou un essai ou une réflexion. Et justement, quand tu cherches, quand tu construis une expédition, quand tu l'imagines, est-ce qu'elle vient naturellement par rapport à ce que tu as déjà vécu, par rapport aux rencontres que tu as faites? Ou est-ce que tu construis une aventure pour pouvoir la faire et ensuite trouver cette fécondité? En fait, c'est le désir qui est motivant. C'est-à-dire que, tiens, j'ai envie de retourner à tel endroit, ce que je vais faire au mois de mars. Au mois de mars, chez les tribus Sakudai de les îles Mentawai en Indonésie. J'ai envie de les revoir, j'y vais. Et après, je monte la partie technique. Il y a des rencontres. Quand je suis parti en Syrie en 2012, au début de la guerre, c'est parce que les Kurdes d'Irak m'avaient demandé d'aller aider les Kurdes de Syrie
lors d'un déjeuner avec un ambassadeur d'Irak, etc., un kurde. Moi, je dis, bon, pourquoi pas, c'est génial, j'y vais, si ça me plaît, je reste. Et je les aide après. J'y suis allé, voilà, c'est une proposition, tiens, ça m'intéresse, je le fais. Ça m'intéresse pas, je le fais pas. C'est des rencontres aussi. Un jour, je vais rencontrer quelqu'un, je pars là-bas, tu veux venir avec moi? Pourquoi pas, on y va, on verra bien. Tout est ouvert, en fait, il y a pas de... Et après, la partie technique de préparer. Alors, quand on fait des expéditions plus lourdes, par exemple, aller découvrir une zone inconnue de Nouvelle-Guinée comme en 93, 94 et 95, il y a eu 4 grandes expéditions. Ben, ok, il y a une zone inconnue, il faut y aller. Alors là, gros préparatifs, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des cartes? Il n'y en a pas, des images satellites? Ouais, bon, qui j'emmène avec moi? Les mecs solides? Bon, là, c'est encore autre chose. Il y a tous les types. Et la plus légère de toutes, c'est, ça m'est arrivé une fois au Belize, en 88. Je suis à Belize, je monte dans le premier bus que je vois passer. Je m'arrête quand je vois un truc qui est sympa. Je ne sais même pas où ça va. Je ne prends pas de carte ni rien. Et je fais ça au fur et à mesure, et puis je reviendrai dans 15 jours, 3 semaines. Sans aucun but que le hasard total, où est-ce qu'il m'emmène. En montant dans des bus, dans des trains, des machins comme ça. Est-ce que tu crois à l'hasard? Je crois plus au destin, mais ce sont des questions philosophiques très complexes. Mais les hasards, il n'y a jamais de hasard si je te rencontre là, mais le hasard, par exemple, ça m'est arrivé souvent de rencontrer des gens dans Paris que je n'ai pas vus depuis 10 ans, et puis je rentre dans le métro où là, quelqu'un arrive, ah, qu'est-ce que tu fais là? La probabilité de rencontrer la personne, avec 10 millions d'habitants dans la zone 1, si quelqu'un était capable, et certains doivent être capables de la calculer, c'est peut-être une chance sur 3 milliards. Et elle s'est révélée, comme quand on joue au loto. Quand le mec il gagne l'euro million, sa probabilité de chance... Bon, mais alors, est-ce que c'est le hasard, la chance, on l'appelle comme on veut? Mais il y en a qui disent, si je t'ai rencontré avec une chance sur 10 milliards, c'est pas le hasard, c'est que le destin ou la providence l'a voulu. En fait, on n'en sait rien. Mais le hasard comme la chance, à la guerre, ça tire et la balle tue le mec à côté de vous et pas vous. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est la providence? C'est la chance? C'est comme ça. Est-ce que par hasard, le mec qui a tiré, il t'a raté? En fait, il avait bu un coup, il s'est mal entraîné. Donc, c'est des affaires compliquées. On est toujours entre les deux. Si on remonte le fil de ta vie, tes aventures, lorsque tu as la vingtaine, tu as déjà commencé ces études de philosophie ou est-ce que par hasard Non, ça se fait plus tard. Ça se fait, tout ça se construit au fur et à mesure et par certains hasards, certaines lectures. Un jour, je tombe sur un bouquin, c'était Apologie de Socrate. Depuis quel âge j'avais, pas non. Apologie de Socrate, donc de Platon. Et le hasard complet, je ne sais plus qui me l'avait passé, il me traînait sur un... Je crois que c'était en Laponie avec des... Tiens, qu'est-ce que c'est? Je regarde. Ah, et il y a une illumination. La même chose quand j'ai lu Zorba, Alexis Zorba de Nikos Kazantzakis ou de Dino Buzzati, l'ère des Tartares. Donc, les choses se construisent au fur et à mesure. À partir du moment où on reste étonné des choses, curieux de tout ce qui se passe, et qu'on attrape tout ce qui arrive, alors les choses se construisent au fur et à mesure. Non, c'était pas du tout déjà présent. C'est vraiment petit à petit. Et le goût de la philosophie ne m'est pas venu. Alors, à 18 ans, j'ai un très bon prof de philo au lycée qui m'avait donné envie de faire de la philosophie, mais je l'ai fait 15 ans plus tard, donc c'était pas immédiat. Des choses demandent parfois à maturer, mais voilà. Là, l'une des choses de laquelle je parle avec des explorateurs, des personnes que j'ai interviewées, c'est qu'il faut sortir, chercher notre chemin, écouter notre appel. Tu es parti écouter ton appel à l'aventure. C'est quand ça... Mais quand tu pars, si tu sautes pas, si tu ne prends pas l'avion, si tu ne prends pas le parachute et tu sautes de l'avion, les choses ne t'arrivent pas. Oui, il faut prendre... De certaine façon, il faut sauter. Il y a toujours un premier pas à faire. C'est-à-dire que tiens, j'ai le désir d'aller explorer les dernières zones blanches de la Nouvelle-Guinée. Si à un moment donné, je ne me mets pas autour de la table et je dis on y va, et qu'après on monte dans l'avion, mais effectivement, ça ne se fait pas. Ça, c'est la persévérance entre le rêve et la concrétisation du rêve. Beaucoup de gens abandonnent entre les deux. Le nombre de gens qui me disent « Ah, j'aurais bien aimé faire ça, j'aurais voulu ça », je dis « Mais t'as envie de leur dire, mais t'avais qu'à faire. Il faut y aller, il faut sauter de l'avion. » Mais beaucoup de gens, après, ne franchissent pas le pas qui permet la réalisation des rêves et des désirs. Oui, surtout sans ces pas, c'est impossible d'avoir tout ce qui arrivera, soit la destinée, soit la providence, soit la ça. Et souvent, ça fait peur d'avancer là-dedans.
C'est comme la liberté des gens. Pourquoi ils sont tellement dans la servitude volontaire? C'est que la liberté fait peur. C'est un vertige. La liberté, il faut tout faire par soi-même. La servitude volontaire, mon entreprise s'occupe de moi, l'État s'occupe de moi, je n'ai pas à prendre de risques, voilà. Donc la liberté est quelque chose de beaucoup plus coûteux que la sécurité dans des sociétés comme les nôtres. Et donc les gens ne font pas souvent le premier pas pour ne pas sortir de la sécurité. Pour retour dans un entretien que j'ai ici, vous disiez que par rapport à Henri de Manfred, vous disiez que la liberté pour soi c'est bien, que tant que tu n'arrives pas à la servir pour les autres. Si je vais beaucoup plus loin que ce qu'on dit, la liberté, je la veux pour moi, mais si on la fait que pour soi, au bout d'un moment, au début on la fait que pour soi au début. Hein. Quand je pars chez les Pygmées, je pense à l'expression de ma liberté pour les rêves que je veux accomplir. Et c'est petit à petit qu'on s'aperçoit que finalement, on rentre dans une, un égoïsme et une prise de possession d'un thème qui mérite mieux que ça. Et que vraiment, ça va être en Afghanistan. Voilà. À l'âge de 25 ans. Donc, la liberté des autres, c'est quand même aussi intéressant. Et y participer, entrer dans le jeu de l'action pour les autres, fait que la chose qu'on défend prend beaucoup plus de valeur. Et c'est à partir de l'Afghanistan, moi j'avais 25 ans. Pour 20-25 ans, la liberté pour moi, c'était je vais entreprendre ce qu'il faut pour réaliser mes rêves, l'écriture et l'aventure, et puis c'est tout. Et après, ça devient, il faut continuer. Mais en même temps, il y a une part de soi qu'il faut donner pour les autres, pour ce genre de choses. Et c'est beaucoup plus exaltant, beaucoup plus excitant et beaucoup plus fécond. Voilà, pour faire les deux. À la liberté de notre. Voilà. Et après, j'ai pas arrêté de faire ça jusqu'au Kurde maintenant. Hein. Oui, on y arrivera à cette côté. Mais je voudrais savoir, moi en tant qu'aventurier aussi, et en tant qu'explorateur, en tant que montagnard, que pensez-vous quand vous êtes tout seul, loin de votre lieu de naissance, loin de votre langue, n'importe où dans un coin de la planète? C'est très variable, ça dépend. Il y a des endroits où on a envie d'être, et quand on pense à sa patrie, tout va bien, puisqu'on est bien là où on est, et qu'on rentrera un jour chez soi. Il y a des pays où on n'est pas du tout bien. Il y a des pays où on n'a pas, au bout d'un moment, ils ne répondent pas. Il faut avoir le courage de dire que tous les pays ne sont pas égaux. D'avoir le courage de dire qu'il y a des endroits où on va et des gens qu'on rencontre qui sont moins intéressants pour soi que d'autres. Je préfère nettement avoir vécu... je garde des meilleurs souvenirs de vie avec les Pygmées qu'avec les Dinkas, les Pygmées du Congo, qu'avec les Dinkas du Soudan, qui vous font chier en permanence. Bon. Il faut avoir le courage de dire que voilà, il y a des peuples qui sont super sympas et puis d'autres qui le sont beaucoup moins. Et précisément, si vous auriez une rencontre humaine, qui vous a vraiment marqué. C'est compliqué parce que il y en a beaucoup, mais il y a eu les plus fortes, c'était moi avec les Afghans, avec les Kurdes. Ça a été avec certains Papous, certains Pygmées. Mais c'est tout ça, je peux pas les dire le mieux et le moins bien. Là, il y a tout un pôle de gens, quelques dizaines qui sont au même niveau, voilà. Puis après, il y en a d'autres en dessous, moins, voilà. Mais les trucs les plus marquants, ça a été, la plupart du temps, les endroits les plus dangereux, où chaque instant, on se dit, si j'ai la philosophie de faire de chaque seconde une vie entière, ça risque de s'arrêter dans une minute, ou dans un jour, ou dans 2 jours. Parce qu'il y a la guerre, et que là, la présence de la mort, elle est moins... hypothétique que dans une expédition chez les Pygmées, où elle existe, mais on la sent pas à chaque seconde. La guerre, c'est... Et donc, c'est plutôt là qu'elle est les rencontres les plus marquantes. Finalement, l'aventurier que vous êtes, est-ce que ce que vous recherchez pour vous nourrir, ce qu'on a évoqué au début par rapport à la fécondité que vous recherchez à accomplir, et à soit la vérité, par l'aventure, vous allez vouloir créer, la réaliser comme vous l'imaginez au début. C'est par ces rencontres, par ces lieux que vous atteignez, que vous surprenez que la fécondité elle arrive. Ou est-ce que c'est toujours, c'est les émotions qui vous guident, vous portez par ce désir de parler? Les émotions jouent, mais il y a la raison qui joue. Et moi, je suis un philosophe rationaliste. D'accord. Ce qui nous fait homme, c'est quoi? C'est la raison. Donc tous les autres animaux sont dépourvus. Ils ont de l'intelligence, de la sensibilité, ils n'ont pas de raison. La raison, c'est tout à fait autre chose. C'est la capacité d'engendrer des jugements par des raisonnements, de connaissances qui s'enchaînent les uns les autres, de la conséquence à l'antécédent. Voilà, c'est la raison, ce qui a fait une civilisation. Donc la raison, c'est important. C'est la raison qui doit mener les émotions. Or, nous sommes dans un monde où ce sont les émotions qui mènent la raison.
La plupart des gens réagissent sur les situations de guerre, les situations humanitaires, ou par leurs émotions. Et ils raisonnent après, ou pas. Il faut d'abord raisonner ces émotions pour prendre les justes décisions et surtout voir le monde tel qu'il est. Et non pas de le falsifier involontairement en ne le faisant jouer que sa raison, que ses émotions. Donc les émotions ne sont qu'une partie du jeu. Elles doivent être contrôlées par la raison. C'est très important. Parce que sinon, on fait n'importe quoi. Et je pense que la capacité à... La philosophie, c'est la quête de la vérité. C'est de dire que la vérité existe. De comprendre qu'elle est extrêmement difficile à découvrir et que parfois impossible à découvrir, mais qu'elle est là. Et si c'est ça, il n'y a que la raison qui peut vous y mener. Tout ça, c'est Platon, Aristote, c'est tous ces gens-là qui ont construit la civilisation occidentale dans sa pensée. Donc, dans l'aventure, on doit exactement faire la même chose. Dans la littérature, on doit l'utiliser, mais la créativité, fécondité, c'est encore autre chose. Tout ça, en fait, fait un tout. Et que les rencontres sont un des éléments des choix d'aventure. Et puis après, il y a le raisonnement, la réflexion. Réfléchir, c'est ce qui nous fait homme, par la raison. Voilà. Donc, et d'ailleurs, dans le goût du risque, on analyse bien que qu'est-ce qui fait que nous sommes hommes. Et par exemple, en ce moment, les problèmes de l'intelligence artificielle générative, pas l'intelligence artificielle d'avant, elle date de 1954, les premiers trucs. Mais la générative, depuis ChatGPT de 3 ans, c'est que soudain, on a des machines qui ne sont plus du tout à notre service comme avant, c'est-à-dire, ils gênent au calcul. Quand tu prends ta calculette, c'est l'IA dedans. Ou du traitement de texte. Tu justifies tout de suite. Ça, c'était utile. Ça facilitait les choses. Là, maintenant, l'intelligence artificielle générative, elle fait 2 choses qu'aucune IA ne faisait avant, c'est de penser et de créer. C'est-à-dire qu'elle veut rendre l'homme obsolescent. Elle veut rendre l'homme obsolescent et que par conséquent, ça devient un danger pour l'homme. Ce type de machine. Et justement, elles vont faire croire qu'elles sont capables de raison, par lesquelles on pense et par lesquelles on crée. Donc, pour revenir sur le choix de la raison et des émotions, c'est très important. C'est l'époque de l'infocratie. C'est l'époque où, en fait, d'abord, il y a beaucoup d'infos inutiles qui nous sont déversées par tonnes pour noyer les informations les plus importantes. La création constante de besoins, parce qu'il faut que l'économie tourne. Donc, dès que j'ai un téléphone, il faut que l'année suivante, 6 mois après, je change pour le dernier modèle, parce que voilà, il y a des gens bruyants. Mais pour revenir à l'aventure elle-même, c'est en fait aussi pour certains comme moi un choix de vie pratique. Choisir la liberté, choisir l'insécurité, choisir tout ce dont cette société ne veut pas. Mais est-ce que tu crois que, par exemple, moi l'année dernière, je te parlais donc de tampons, par exemple, de passeport. Je te racontais mon expérience en Argentine. C'était un tampon digital. Par exemple, à paix, je demandais à la madame en migration aéroporto Celsa. Et d'abord, elle me dit qu'ils font seulement le tampon digital. Je lui demande qu'est-ce qu'il se passera si un policier me parle dans la rue, me demande mon tampon, ou il veut vérifier le tampon digital. Et il n'arrive pas parce soit il n'y a pas de ressources, soit il y a un bug sur le système, et il me met en prison, par exemple. Je peux faire mieux. Avant de contrôler, oui. Où va le monde de l'aventure et de la liberté en cette époque-là? Et pour l'instant, il va mal. Parce que le filet se resserre, la prison numérique du contrôle de tout se resserre, et en plus ça, le numérique, c'est très fragile. En fait, ça bug, on ne trouve pas facilement. Il y a des gens, tiens, d'un seul coup, quelqu'un te pique ton machin, hop, il efface toutes tes données. Bon. Donc, ce monde numérique qu'on nous vend comme étant un progrès, non, c'est pas du tout un progrès. D'abord, est-ce que j'en ai besoin? Moi, je regrette l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable. Putain, on avait une paix royale. Tout le monde allait lentement, on était tranquille, on n'était jamais dérangé. On rentrait le soir chez soi, regardait sur le répondeur si quelqu'un avait appelé. Les gens s'écrivaient des lettres. Putain, mais quelle paix. Moi, je suis de la génération qui a connu la tranquillité intellectuelle, spirituelle, que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus.
S'ils n'ont pas de portable, ils ne savent rien faire. Et nous, on commence à être enfermés là-dedans. Mais il ne faut pas avoir peur de dire qu'être révolutionnaire aujourd'hui, c'est préférer la poésie aux nouvelles technologies. Voilà. Donc, qui sont, très liberticides, 2, très fragiles, et 3, qui nous font chier toute la journée, car c'est une conspiration contre notre vie intérieure. Les gens, tu vas dans le métro, ils sont 5 minutes à prendre une station, ils sont là avec leur portable, ils font des tas de machins, et même des jeux vidéo, Putain, réfléchis, pense. Non, ils sont sollicités en permanence. Donc ce sont vraiment des technologies tout à fait liberticides et qui sont, comme le disait d'ailleurs, c'était Guy Bernanos, vraiment c'est une conspiration contre notre vie intérieure, que toute la philosophie stoïcienne notamment veut construire. La liberté, c'est à l'intérieur de soi-même qu'elle se construit, elle devient inatteignable, indestructible par le monde extérieur, où se trouve notre impuissance. Notre puissance, elle est intérieure. Donc tous ces trucs-là conspirent contre ça. Mais là, tout le monde, les gens, on est obligé de vivre sous stress permanent, sollicité en permanence par tout et n'importe quoi, sans jamais être tranquille pour penser. Or, ce qui fait l'homme, c'est penser. Et donc, quand, par exemple, sur TF1, son nom ne mérite même pas d'être retenu, le patron de TF1 disait que lui, son travail, c'était de vendre du temps de cerveau disponible aux grands annonceurs comme Coca-Cola, il a bien dit qu'à ce moment-là, et encore, c'est à 30 ans, la télévision était là juste pour décérébrer les gens, voilà, en leur donnant de la merde pour qu'après ils soient attentifs à la publicité qui arrivait. Bon. Depuis, on a inventé 3 millions de choses de plus. On était loin de voir ça, mais c'est l'idée même de ça. Quand le patron de Google disait qu'il faut en finir avec l'intimité et la vie privée, tout doit être transparent. Il a bien dit le totalitarisme le plus absolu. Plus personne ne doit avoir le moindre petit secret. Tu dois tout dire, tout voir. Et donc, on a mis des caméras partout. Et bon, c'était inimaginable. Le seul fait... voilà. On a une caméra qui nous regarde. Là. Oui, bon. voilà. Pour moi, c'est un affront à ma dignité. J'ai pas envie qu'un mec soit derrière, là-bas. Ils sont derrière, regardent. Ils surveillent en fait les clients. Si tu vois le poigne, ils regardent. Tu te grattes le nez, ils le voient, etc. Mais c'est quoi cette affaire? C'est une atteinte à la dignité humaine. Mais on peut plus rien faire. Au début, dans les premières, j'ai dit, éteignez-moi ça. Je prenais un truc de peinture, je vais te le mettre. J'ai pas envie d'être filmé. Je suis avec ma femme, si je l'embrasse, j'ai pas envie que tu regardes. C'est quoi ça? En philosophie, on appelle ça maintenant le différentiel épistémique. C'est-à-dire ce que moi je peux savoir des gens qui savent tout de moi. Rien. Et ça a commencé avec les banques. Quand mon banquier, il regarde ma carte bleue, il sait tout ce que je fais et où je vais. À telle heure, il est à tel endroit, il a acheté ceci. Après, il est allé au magasin, ça. Puis il a mangé au restaurant, ça. Et moi, mon banquier, je sais rien. Je ne sais même pas ce qu'il fait. Et parfois, il me dit, voilà, vous avez dépensé un peu trop. Qu'est-ce que tu veux? Et donc, ces systèmes-là qui sont en train de nous arriver, quand on ne les a pas connus avant, putain, mais qu'est-ce que c'était mieux avant? Quand nous, on n'a pas la chance de ne pas l'avoir connu, ça. Il faut comprendre que ça existait et pouvoir le refuser comme le font mes enfants. Est-ce possible? Voilà. Possible. Alors, en partie seulement. Non, en partie seulement. En partie seulement. Je prends le cas de Sylvain Tesson, il n'a toujours pas de téléphone portable. Bon, il veut pas. Sauf que maintenant, c'est sa femme qui, avec son téléphone, fait les trucs. Parce qu'il y a une interview là, tout le monde va à toute vitesse. Si toi, tu vas lentement, t'es mort. Donc, on ne peut pas à 100% s'en dégager. Mais au moins être conscient de ça. Au moins être conscient qu'être filmé en permanence est une atteinte à la dignité humaine. Même ça, surtout si tu n'as rien à te reprocher. Et quand tu me dis, mon reprocher, c'est pas grave, faut me filme. Mais à te reprocher quelque chose, c'est pas grave si on te filme. Mais si c'est grave. Parce que là, je ne parle pas d'une atteinte à ta liberté parce qu'on va te mettre en prison, parce que tu as quelque chose. Ouais, non. Une atteinte à ta dignité, ce qui est autre chose, qui se rajoute à la liberté. C'est deux éléments différents. Donc c'est insupportable, mais on ne peut plus échapper, c'est fini, il y en a partout. À Londres, déjà, l'espace public, il n'y a plus d'angle mort, aucun. À Paris, il y a encore des angles morts. Et dans l'endroit où il n'y a pas que 2 caméras ou 3 caméras qui feraient, mais c'est insupportable. Moi, je préférais qu'en personne avant, dans un livre de nouvelles qui s'appelle Dernière nouvelle du futur, la toute première nouvelle, elle est consacrée à la journée de Doug Peterson. C'est un type qui essaie d'échapper, de trouver un endroit où il pourra lire un poème sans qu'on le regarde, parce que les poèmes sont devenus interdits. Voilà. Parce que les poèmes, c'est la liberté, donc ils sont interdits. Donc, pour lire un poème sans se faire prendre, il cherche un angle mort. Quelque part, il est obligé de casser des caméras. Enfin bon, c'est une folie qui nous arrive. Donc, l'aventure là-dedans, qui était l'expression totale de la liberté, elle est extrêmement menacée, c'est comme ça. Pour les jeunes, au moins être lucide. La lucidité, c'est la première qualité humaine dans l'intelligence. Sinon, c'est la générosité, le courage, ça. Être au moins conscient de ce qui se passe, de ce qui nous arrive, et non pas abruti de ne pas savoir ce qui se passe. Et une fois qu'on a compris ce qui se passe, alors essayer de s'en libérer autant que faire se peut. Ça devient impossible complètement, mais au moins un maximum. Voilà.
Donc, et après, essayer de passer entre les mailles du filet, mais un jour, ce sera... Et vous ne pensez pas que désormais, pour exister, il faut plus que jamais être vu, être su. Mais pour moi, c'est une fausse existence. C'est le paraître. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être. Et c'est ça la philosophie à laquelle ils disent, tu dois être quoi? Le mec qui apparaît ou le mec qui est puissamment? Le mec qui est, l'être, le verbe être. Qui est puissamment, il n'a pas besoin d'apparaître. Hein. Pas que moi, si je pouvais me passer, mais encore une fois, on ne peut pas se libérer à 100%. Mais si je pouvais me libérer à 100%, je le ferais volontiers. Que personne ne me connaisse, si ce n'est à travers des livres, ça me suffit. C'est pas mon objectif de paraître. C'est une fausse valeur. Or, on nous vend en permanence, le paraître est supérieur à l'être, ce qui permet de te vendre des téléphones portables, d'être sur TikTok et tout ça. C'est-à-dire le contraire absolument de ce que doit être la liberté. La liberté, c'est pas paraître. C'est vraiment être. Si aujourd'hui, le problème, c'est pas seulement être filmé, être surveillé. Ah, mais tout ça. Aujourd'hui, on est dans l'époque de cloud farming et tout est à sauvegarder. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de capacité à l'oubli. Il y a plus de... Et en l'oubli, même en droit, la péremption des trucs, c'était fait pour dire qu'à un moment donné, pour un homme, il y a un moment où il y a une prescription des choses possibles. Tu n'es pas condamné l'œil de Caïn dans la tombe toute ton existence et même au-delà pour toute ta descendance. Quand il y a les prescriptions de crime, c'était fait pour ça. Or, aujourd'hui, on ne veut plus tout ça et que voilà, tu fais une petite erreur, tu fais un petit truc, c'est là et visible par tout le monde. Voilà, et t'es cancelled, t'es annulé. Absolument, aux États-Unis, par exemple. Voilà. Et donc ça, c'est une matrice de pensée totalitaire qui s'installe dans les démocraties, qui est très grave et qui menace l'aventure, mais en fait, les libertés en général. Et si l'aventure est une expression la plus profonde possible et individuelle ou collective de la liberté, alors elles sont menacées. C'est comme ça le système. Il y a des endroits pour vous qui restent dans la carte où on peut se sentir libre sans hors de carte, où on peut se sentir peut-être un peu moins surveillé, un peu plus libre. Uniquement dans sa propre vie intérieure. Ça, comme le disent les stoïciens, qui est toujours libre à 100%, c'est vrai qu'il faut avoir, ils appelaient ça la citadelle intérieure, elle est protégée de tout, rien ne peut l'atteindre, rien ne peut la détruire, il faut s'installer dedans. Et à partir de là, ses propres jugements, sa propre pensée, on peut rester en prison physiquement sans jamais être intellectuellement en prison. Parce qu'on est à l'intérieur de soi-même. Et beaucoup de prisonniers se défendent de ça en vivant leur vie intérieure. Ce qui avait le cas de Nelson Mandela, par exemple. Ils peuvent rester 20 ans en prison, ils ne sont pas détruits. Il n'y avait que mon corps qui était prisonnier. C'est ce que disaient les stoïciens. Tu peux rendre mon corps prisonnier, mon esprit ne le sera jamais. Parce que ma vie intérieure est puissante. Donc au moins, ça, c'est la première des protections. Maintenant, si on a envie de s'évader, de vivre l'aventure, on prend son propre moi intérieur, on le transporte là où on va, sans être dupe des choses, mais parce qu'on n'est pas dupe du monde tel qu'il est, on peut mieux se faufiler entre les mailles du filet pour échapper encore un peu et à la surveillance constante, l'obligation de transparence absolue et au fond, finalement, la soumission à toutes les autorités qui existent, surtout commerciales maintenant. Et on a moins à craindre, par exemple en France, on a moins à craindre, c'est pas le cas du Venezuela, mais en France, on a moins à craindre de l'État français que de Google, d'Amazon, n'importe quoi, au niveau des libertés. Ils ont tout. C'est eux qui savent tout sur vous. Sauf le fisc. Le fisc un peu, mais le fisc n'a même pas peut-être autant de connaissances sur nous, peut-être, j'en sais, au fond, que Google, quand on va chercher sans arrêt ces trucs et tout ça. Croyez-vous que aux montagnes, on peut retrouver un peu cette liberté? Alors, on peut retrouver en montagne, en mer, etc., mais plus comme avant. On peut s'en donner l'illusion. Si moi, maintenant, j'étais en septembre, on a fait l'ascension du mont avec Sylvain Tesson et d'autres, du mont Ararat, le plus haut sommet de l'Arménie. Bon. Quand on était là sur l'un des sommets, en montant, on a l'impression que on est en totale liberté, personne ne nous a emmerdés pour monter, bon, tout va bien. Mais je sais très bien que je suis vu par un tas de satellites, par un tas de drones, mais en pagaille, que voilà, donc mais comme je ne fais rien de mal, ils me laissent tranquille. Mais je suis sûr que si sur le mont Ararat, j'avais sorti un sac avec des mines, avec je ne sais pas quoi, je pense qu'en descendant, j'aurais des problèmes. Donc l'illusion, on peut se la donner, mais le ciel est tellement surveillé, on ne l'imagine pas. On lance tous les jours des dizaines de satellites sont lancés dans le ciel, d'observation, de contrôle, de machin, on n'imagine pas. Qu'est-ce que vous croyez, c'est le vote de tous ces satellites?
Alors ça dépend, mais c'est souvent pour du contrôle, pour connaître, pour savoir, pour du renseignement, pour la domination des uns ou des autres. Soit une domination technologique, je mets des satellites pour que, comme les trucs Starlink, là, pour que toutes les communications... Voilà, ça c'est là c'est plus financier, économique. Puis soudain, je le mets au service de gens d'un point de vue militaire. Tiens, je pouvais le faire aussi. L'autre, c'est pour du pur renseignement, balayer la totalité de la planète pour savoir ce que chaque pays fait, en armement, n'importe quoi. Bon, bah, et maintenant, il y a les drones. C'est ça le pire. Qu'avant les satellites, bon, il n'y avait pas des milliers. Maintenant, il y en a. Et les drones, il y a des centaines de milliers. Mais on peut lancer un drone à chaque instant. Il y en a partout. Et justement, on va revenir, si vous voulez bien, au théâtre de guerre. Ouais. À la fin, oui. C'est pas ouvert maintenant. Ils sont ouverts. Comment est-ce que vous décidez de partir sur un théâtre de guerre? On a compris que des fois pour des causes, mais avant même de parler des Kurdes, des Arméniens, de la Syrie, déjà l'Afghanistan, pourquoi? L'Afghanistan, j'ai lu ça dans les journaux, j'ai dit putain, j'ai envie d'aller voir, quoi. Mais au début, c'était que je vais aller voir. J'ai envie de connaître. Ça m'intéresse. C'est quoi la guerre? C'est quoi ces gens-là? C'est quoi ces montagnes? On y va. Et là, on se dit, tiens, c'est les mecs qui se battent pour leur liberté, on va les aider. Donc la démarche, elle n'est pas immédiatement, je vais aller aider ces gens-là. Elle est simplement la curiosité et l'étonnement, l'envie de connaître quelque chose. Après, quand on a fait la première fois, ben, on se dit, tiens, j'aimerais bien le faire pour d'autres. On verra bien. Mais les Kurdes, c'était à leur demande. L'Arménie, ça a été un peu différent. Mais des amis, des rencontres, l'ambassadeur qui est là-bas, bon, viens, on va voir, ok, on y va. Ok, allez, on y va 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, bon. Ouais, tiens, on va écrire un livre là-dessus. C'est un enchaînement de choses, mais prendre fait et cause, pas forcément les armes à la main. Parfois oui, parfois non, mais prendre fait et cause pour des causes qui vous plaisent intellectuellement. Parce qu'elles défendent des libertés et des cultures, ben moi ça me plaît. Il y a des gens que ça ne tente pas du tout. Je connais un tas de gens dans l'aventure qui disent mais pourquoi tu fais aussi ça? Pourquoi pas que des expéditions? Je dis parce que c'est pas complet les expéditions. C'est une partie de l'aventure, mais il y a d'autres aventures humaines. Moi j'ai envie de l'ensemble, mais il y en a que ça ne tente pas du tout. Prenons, je sais pas, Jean-Louis Etienne, Bertrand Picard, Sylvain Tesson, ils n'ont jamais fait d'engagement de ce type. Quand j'en parle avec eux, ils me disent ben non, c'est pas mon truc. Ben pas de problème, hein. Et moi c'est mon truc, moi c'est mon affaire. C'est parce que vous aviez une expérience militaire qui vous a permis de... Ça a pu, mais l'expérience militaire, elle a servi après la décision. Je sais pas parce que j'avais cette expérience que j'ai pris la décision. Voilà. Et donc sur les Kurdes, précisément. Ben, les Kurdes, d'abord il y a eu à l'époque de la guerre du Golfe en 91-92, j'étais parti là-bas en mission, rencontrer les mecs, ça m'avait plu, ça avait duré 2-3 ans. J'étais rentré, je faisais autre chose. Et au début de la guerre en Syrie, les Kurdes d'Irak avec qui j'avais aidé, c'est eux qui m'ont demandé, t'as vu la guerre en Syrie maintenant, il faut aller aider nos camarades là-bas. Bon ok, je vais y aller, puis on va voir. Encore la guerre, fait un peu chier quand même, bon on va aller voir. Je suis arrivé là-bas et j'étais ébloui par notamment les combattants de Kurdes, tout ça. Je dis, ah, putain, vraiment ça vaut la peine. Il y a un processus de construction d'une nouvelle société au Moyen-Orient que j'ai envie d'accompagner et envie d'aider. On y va 1 fois, 2 fois, 10 fois, 150 fois. Et ça dure pour les Kurdes depuis 12 ans. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Ils sont pas en bonne posture. Donc, Oui, pensez-vous que depuis ce qui se passe depuis 1 an, Bachar change pour les Kurdes ou... Non, c'est pas terrible pour les Kurdes. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'un tyran est dégommé. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'un autre tyran prend sa place. Parce que c'est ça la réalité. Quand il y a eu en décembre, j'étais invité sur quelques plateaux de télévision. Alors là, je prends du média pour défendre quelque chose. J'y vais. Et tout le monde disait le rebelle. Je dis non, attendez, non, c'est pas un rebelle, c'est un islamiste. Là, il s'est habillé en Castro, il joue le rebelle pour être aimé de tout le monde, mais c'est de la com. Et après, il se met en costume cravate, c'est clair, double langage. Je vais faire tout ce que les Occidentaux veulent entendre, je vais le dire, pour qu'ils enlèvent toutes les restrictions, les sanctions économiques, qui me retirent de la liste des entreprises terroristes. Bon. Il a fini par gagner, et maintenant il est à Washington. Bon. Cornaqué par les Turcs. Driver est un terme, un anglicisme que je ne dois pas utiliser en tant qu'écrivain français. Et donc, j'ai dit à l'époque, sur les plateaux de télévision, souvenez-vous de ce que l'on disait quand l'ayatollah Khomeini est arrivé en Iran.
En gros, Vous vous souvenez bien de cette époque? très bien. En gros, tout le monde disait c'est génial, le chat d'Iran, le tyran est chassé. En gros, il y avait cette idée que il ne peut y avoir qu'un saint qui chasse un tyran. Si un tyran est chassé, celui qui le chasse est un saint, c'est un mec bien. Et donc, à l'époque, tout le monde encensait Khomeini parce qu'on chassait Et moi, j'ai dit, c'est Karim Bessila. C'est-à-dire qu'on passe d'un tyran à un autre. Et si le tyran nouveau est pire que l'ancien, ben, on va le regretter. Et ça a été le cas. Et l'autre, il est resté longtemps. Hein, l'Ayatollah Khomeini. Les Iraniens, aujourd'hui, ils regrettent bien le Shah d'Iran. Bon. Et en Syrie, ce qui se passe, c'est exactement la même chose. Al-Joulani, parce que je continue à l'appeler de son nom de guerre de l'époque, c'est un tyran sanguinaire. Elle a coupé des gens en rondelles. C'est l'homme des Turcs. Ils lui ont permis de prendre le pouvoir en Syrie pour vassaliser la Syrie comme à l'époque de l'Empire ottoman. Et les Kurdes, dans cette affaire, devront disparaître d'une manière ou d'une autre. Soit c'est la Turquie qui s'en occupera directement via l'armée nationale syrienne qu'elle a fabriquée dans le nord de la Syrie, soit c'est Joulani qui le saura, ou les deux ensemble. Voilà. Donc les Kurdes sont dans de très mauvaise posture. Et parce que les Américains qui les ont aidés jusqu'à présent, maintenant ils se tournent vers leur ennemi qui était Al-Joulani, parce qu'Al-Joulani, c'est bien. Dans les luttes internes entre les djihadistes, il y en a eu toujours, hein. Eh bien, les anciens d'Al-Nosra sont toujours battus avec les gens de Daesh. Donc c'est super. Le Joulani, c'est génial. Je veux même avoir les Américains pour m'aider à vaincre mon ennemi interne. Waouh. Et il le fera pas tout à fait. Enfin bon, bref, pour les Kurdes, c'est difficile. L'histoire est cruelle. En vous exposant aux visitants ces zones de guerre, qu'est-ce que vous apprenez de l'être humain, Ben, l'essentiel, la guerre est le paroxysme de la condition humaine. C'est là qu'on voit tout, le mieux. Hélas, c'est comme ça. La lâcheté, le courage, la grandeur, la bassesse, tout est là, très vite. C'est comme ça. C'est une expérience extrême. Donc, ce qu'on apprend, ben, c'est ce que sont vraiment les hommes, ce que valent vraiment les hommes. Quelqu'un peut être super bien là, et puis soudain, il y a un drame. Mais chacun peut d'ailleurs même en faire l'expérience dans sa vie quotidienne. Il a un ami, des amis, soudain il a un problème, et les amis après disparaissent. Bon. Ou l'inverse. Donc moi, plusieurs fois dans ma vie, j'ai pu faire dans les épreuves que j'ai connues, faire le tri de mes amis en France. Voilà, par exemple. Quand vous avez un grave problème, les amis, les vrais, ils restent, et les faux, ben, ils s'enfuient. Et à la guerre, vous le voyez 3 fois plus vite. Du coup, mais qu'est-ce que vous mène à la guerre? C'est la curiosité de voir comment le gens... Alors, au début, c'était ça. C'est quoi la guerre? C'est quoi? C'est une curiosité comme c'est quoi les pygmées, n'importe quoi. C'est une curiosité intellectuelle. Après, c'était les causes que je voulais défendre. Donc, Donc si c'est une cause noble, vous vous engagez. Si c'est une cause qui me semble noble et que je pense ne pas me tromper, je peux m'engager. Mais ça ne va pas être forcément les armes à la main. Ça peut être d'une autre manière. J'ai fait beaucoup d'humanitaire dans certains pays pour défendre des gens, comme en Bosnie et tout, sans prendre les armes. Et d'autres fois, j'ai pris les armes, comme en Afghanistan. Ça dépend. Vous pourriez expliquer ce travail humanitaire? Bon, il y a la Bosnie. On est en 92, l'été 92, Sarajevo est encerclé, les Serbes bombardent les Bosniaques. Oh, les drames humains et tout. Ouais, bon, on va les aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va leur apporter de la nourriture, des médicaments, prendre des camions, des convois, on lance des appels et on part. Et on rentre dans Sarajevo, voilà. Et là, la meilleure réponse à ce qui se passait, c'était l'action humanitaire. Donc j'en ai fait beaucoup. Au Cambodge, au Rwanda, etc. Où c'était que ça. Et les endroits où vraiment prendre les armes, il n'y en a pas eu beaucoup. Le Tchad, l'Afghanistan, le Kurdistan, c'est tout. Est-ce que vous pensez que la cause humanitaire a été un peu détournée aussi de son... Ah ben, le charity business, ouais, ça existe. Ouais. Moi, j'ai connu l'époque de l'humanitaire où il n'y avait que des volontaires, que des bénévoles. Il n'y avait pas de plan de carrière. Souvent, il n'y avait pas de bureau. Et maintenant, ben, c'est des entreprises comme les autres. Alors, elles ont gagné en efficacité. Les ONG, moi, j'ai participé à la création de Solidarité Internationale, 1980. On était 3, avec 50 000 francs de l'époque. Des billets gratuits d'Air France, je me souviens. Bon. Aujourd'hui, Solidarité Internationale, j'en étais président jusqu'en 2002-2003. Et aujourd'hui, c'est une... Et je suis parti, il y avait déjà quand même quelques centaines d'employés. C'était des dizaines de millions, des gros trucs. Mais tout le monde commençait à faire carrière, ça ne m'intéressait pas. Je suis parti. Et aujourd'hui, c'est une énorme entreprise. Mais quand je les vois travailler, je les vois, c'est comme les salaires sont alignés sur le marché. Sinon, personne ne vient. Et ils sont très efficaces, beaucoup plus qu'on ne l'était nous.
d'un point de vue de l'efficacité réelle. Mais d'un point de vue de l'esprit, c'est complètement différent. Les gens font des plans de carrière, ils ont des voitures de fonction, s'ils sont en mission, voilà. Donc, et quand j'ai vu que ce monde ne m'intéressait pas à titre personnel, je dis bon, ça va, j'en ai fait 20 ans, je tourne la page. Je reviens en arrière, pardon, je reviens en arrière, mais comment parvenez-vous, vous arrivez en Syrie, vous rencontrez des Kurdes, comment se passent ces premières rencontres? Vous arrivez avec une intention, vous êtes reçu? Non, mais pour les Kurdes en Syrie, comme j'avais dit oui aux Kurdes d'Irak, ceux qui ont organisé mon passage clandestin de la frontière, la réception de l'autre côté, tout était prévu. J'ai dit ok, j'y vais, tu t'en occupes, ok, alors tu arrives là, tu fais ça, on te met, ton machin, bon. Et les Kurdes d'Irak, alors, première expérience, comment est-ce que vous êtes reçu? C'était la guerre, mais j'étais en mission, donc j'ai été envoyé, j'ai rencontré les chefs kurdes, voilà, bon, qu'est-ce qu'on fait pour vous aider, et puis tout, voilà. D'accord, ok, voilà. Et du coup, votre relation avec les Kurdes, par exemple, et votre participation dans cette guerre, dans ce conflit, c'est une participation seulement morale ou il y a un engagement, après, coaching Alors, on va pas parler de coaching, mais simplement, après, je me suis occupé, pour les Kurdes de Syrie, de mettre en relation nos autorités avec eux et d'appuyer les demandes d'aide. Bon, c'est de l'influence, c'est du travail, c'est du renseignement, c'est plein de choses comme ça. Et au moment des attentats en France, mieux les aider, faire les liens, les accompagner, conseiller, des choses comme ça. Donc vous avez traversé plusieurs théâtres de guerre. Moi j'ai 26 ans. J'ai l'impression qu'on est dans un monde un petit peu, je pense que ça a quasiment toujours été la même sensation à chaque génération, mais peut-être aujourd'hui plus que jamais. On évolue dans un monde un peu de somnambule. On a l'impression que nos décideurs s'engagent dans des zones à cliquer, on ne peut pas revenir en arrière par rapport à la Russie, par rapport à tous ces grands sujets. Est-ce qu'on n'est pas porté quelque part par un grand moment tragique? Oui, comment la tragédie est devant. Comment répondre à ça? Pourquoi? Parce qu'on a fait une succession d'erreurs politiques, civilisationnelles. L'abandon du livre, la cannibalisation par les écrans du fait de lire, de la civilisation du livre. On pouvait parfaitement dire non, enfin, on a tout laissé tomber. Il n'y a plus d'hommes politiques. Il n'y a plus d'hommes d'État. On a des politiciens. Tout ça, c'est une lente décadence qui s'est faite sur 50, 60, 70 ans. On ne peut pas dire exactement à quel moment ça a commencé. Je pense que depuis De Gaulle, la décadence réelle a commencé, politique. Les gens, ils pensent à leur carrière. Moi, je le vois tout le temps. Je peux aller avec les Kurdes, c'est bon. Les sociétés ne cultivent pas ce dont elles n'ont plus besoin. 80 ans de paix ont fait qu'on n'a plus cultivé la notion de courage, par exemple. Donc la plupart des gens, quand Solzhenitsyn, en 1974, fait son discours sur la fin du courage en Occident, il a parfaitement compris ce qui se passe. Voilà. Donc les sociétés ne cultivent pas ce dont elles n'ont pas besoin. Nous, société de peur, on a cultivé le care, le machin, comme il disait, les trucs, il faut être sympa et tout ce qu'on veut, ouais, sauf que les autres ne sont pas sympas du tout. Et donc, les Russes, les Chinois, les Indiens, donc on va se retrouver dans des différentiels. On a désarmé comme des malades. Les dividendes de la paix après la fin de la guerre froide. Pendant ce temps, les autres sont réarmés massivement. Ce qui fait que le différentiel militaire aujourd'hui entre les États libres d'Occident et le reste du monde, mais c'est assez porteur de violence et de guerre inimaginable dans les 10-20 ans qui viennent. Tu as désarmé, mais tant pis pour toi. Donc finalement, est-ce que l'approche de retour toucher la tragédie, c'est pas finalement nécessaire à la condition? On ne sait rien si on ne sait pas que la vie est tragique. Et pourquoi? Simplement parce que nous naissons pour mourir. Donc déjà la tragédie, elle est écrite dès la naissance. Et les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Et toute la vie, toute notre existence doit passer à apprendre à vivre et apprendre à mourir. Et si on fait ça, on n'a plus peur de rien. Le seul moyen de dominer les tragédies, c'est d'avoir le sens du tragique. Donc ne pas craindre la mort. Comme disaient les stoïciens, la crainte de la mort, c'est le début de la servitude. Donc un homme normal ne craint pas la mort. Il en a le dédain. Ça lui permet de tout faire. S'il a peur de la mort, il ne fera rien. Hercule, s'il reste chez lui, il ne devient rien. Voilà. Et ça, on était habité par ça pendant des générations, pendant des siècles. Aujourd'hui, c'est la crainte de la mort, elle habite tous les gens. Il faut tout pour ne pas mourir. Plus de risques, plus rien. Dans les EHPAD, 20 ans s'il le faut. Bullshit, comme dit.
Donc, il faut tout réapprendre, parce qu'on a tout désappris, tant pis pour nous, je veux dire. Donc, il faut tout réapprendre. Vous savez déjà visiter différents endroits ou conflits de guerre. Vous savez vous renseigner de ce qui se passe dans ces conflits. Pourquoi arrivons-nous dans des guerres? Qu'est-ce qui se passe dans l'être humain? Parce que... Racontez-moi un peu votre histoire après avoir visité différents conflits. Mais la guerre... Si on prend encore les Grecs, Héraclite, donc il y a quand même 2500 ans, quand il dit dans un des fragments, le fragment 53 d'Héraclite, la guerre est mère de toutes choses. La guerre est mère de toutes choses. Il comprend que la guerre n'est pas quelque chose d'extérieur à l'homme, qu'il pourrait donc supprimer, qu'il pourrait... qu'elle est en fait intérieure à l'homme. Et que donc il ne peut pas la supprimer. Il doit vivre avec. Et tout ce qu'il peut faire, c'est la limiter, la contrôler. Bon, mais la guerre est là. La guerre fait partie de l'homme. Nous, on a eu la chance d'avoir 3 générations ou 4 qui n'ont pas connu la guerre. Elles ne comprennent absolument pas le phénomène de la guerre, qui est de toute façon consubstantiel à l'existence. La guerre est la loi du plus fort. C'est une loi de nature. Ça, c'est Thucydide, l'historien grec de la guerre du Péloponnèse. Voilà. Et chacun son tour, le plus fort domine l'autre. C'est comme ça l'existence, c'est comme ça les civilisations, c'est comme ça l'histoire. C'est la tragédie de l'histoire. C'est un vaste bain de sang. C'est comme ça. Alors après, on peut dire, oh là là, c'est pas bien. Bon, d'accord, je dis que c'est pas bien. Moi aussi, je peux te dire que c'est pas bien, mais c'est comme ça. C'est comme si tu disais, le ciel est bleu, moi je voudrais qu'il soit rouge. C'est pas bien qu'il soit bleu, c'est pas bien. Bah oui, mais il est bleu. C'est comme ça. Donc nous devons prendre, pour maîtriser notre destin, en compte la réalité telle qu'elle est, avec sa tragédie. L'histoire, c'est tragique, la vie, c'est tragique, c'est comme ça. Il faut le supporter. Et à partir de là, si on décide de le voir en dépit du fait que c'est laid, alors on peut faire quelque chose. Mais si on ne le voit pas... Est-ce qu'il nous faut quelque chose pour mieux comprendre, pour mieux nous préparer pour beaucoup de gens, les gens, il y a beaucoup de gens qui disent « une bonne guerre, ça serait bien pour les gens ». C'est un terme que je refuse, car la guerre, chez moi, je n'en veux pas. Je l'ai trop vu ailleurs pour dire « ouais, c'est une bonne guerre, après les gens comme ça, ils vont y aller ». Pas du tout. Il ne faut surtout pas dire ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut que les gens soient lucides et acceptent de voir les choses, le monde tel qu'il est et non pas tel qu'ils voudraient qu'il soit. Le monde, c'est tragique. Quand on a vu ça, on dit, mais prépare-toi à la guerre. Si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Le fameux terme, les Grecs l'avaient aussi compris. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ça veut dire renforcer d'abord notre potentiel militaire, parce qu'on est en train de commencer tellement on a peur. Renforcer la force morale, le soldat citoyen, comme en Grèce. Moi, la démocratie, je la défendrai quoi qu'il arrive. Les armes à la main s'il le faut. Remettre le service militaire obligatoire. Ça, c'est la caution que chacun donne à sa communauté pour défendre sa communauté, pour rester en paix. Ne faites pas ça, vous aurez la guerre. C'est clair. Un peu comme la Suisse, non? Et les Suisses ont tout compris depuis très longtemps. Ils ne disent pas pourquoi on garde le service militaire. Ils le gardent. Ils disent c'est parce qu'on l'a gardé qu'on n'a jamais été attaqué. Donc on le garde, on le maintient. Oui. Et tous les Suisses ont compris ça. Ils sont très civiques. Pourquoi l'homme occidental, pourquoi le décideur occidental a-t-il oublié les stoïciens? Il l'a oublié parce qu'on l'enseigne plus. C'est une question d'enseignement? Oui, parce qu'on s'en fout. En fait, les gens vont dire, oh, les stoïciens, c'est quand même des gens un peu sévères, un peu rudes. Mais ce qu'ils disent, c'est tragique, c'est pas bien, il faut feel good book. Il faut des trucs qui se terminent bien. Voilà, c'est parce qu'on veut plus d'aspérité dans notre vie. On veut que tout soit lisse, tout soit calme, tout soit contrôlé, qu'il n'y ait plus de risques, on fait une petite termitière. Voilà, donc on élimine tout ce qui est un peu rugueux. Et après, on se retrouve totalement démunis. On enseigne à nos enfants des choses qui n'existent pas. C'était le 11 novembre. Est-ce que vous pensez que la fatalité de la Grande Guerre a fini d'achever finalement ce qui tenait de mieux finalement en Europe? Ouais. Après 1918, on a dit c'est la der des der. Plus jamais ça. 20 ans après, on a recommencé. Parce que la guerre est mère de toutes choses. C'est comme ça. Mais si on en est conscient, tel que les anciens nous l'enseignaient, ils avaient tout compris, alors on peut ou l'éviter très longtemps, le cas des Suisses, donc on voit bien que c'est possible, ou si on ne l'évite pas, la faire courte et rapide. Voilà. Mais pour ça, il faut s'entraîner. Il faut, nous, si on veut la paix, l'Europe, qu'on redevienne des proies tellement difficiles à digérer que l'ennemi ne viendra pas. Voilà. Et là, la paix va durer. Ça veut dire refortifier toute la nation, notamment la jeunesse, lui expliquer qu'un service militaire, apprendre à faire la guerre, c'est pas mal.
c'est défendre ce qui vaut la peine d'être défendu, car nous ne sommes pas des nations offensives ni défensives, et que c'est le prix à payer d'un impôt pour la défense de la communauté, et qui permettra que tu évites la tragédie de la guerre que tu vas vivre, sinon tu vas mourir. Et puis après, renforcer notre potentiel militaire, nos alliances, il y a tout à refaire avant qu'il soit trop tard. Mais après, il y a aussi un côté de nationalisme. Alors non, il faut parler du patriotisme. C'est-à-dire que Romain Gary avait très bien compris, quand il avait dit, il avait fait la guerre, le nationalisme, c'est la haine des autres, le patriotisme, c'est l'amour des siens. Et il y a bien une grande différence entre les patriotes et les nationalistes. Qu'est-ce qu'il faut être patriote? Patriote, bien sûr. Nationaliste, surtout pas. Les nationalistes, ils portent à la guerre. Aujourd'hui, on se rencontre dans des situations où être patriote, c'est mal vu. Ben, bien sûr, parce qu'on a tout abandonné. Donc, Et le aussi, 11 novembre, il faut ouais. le dire, je crois, et tu démontres ton patriotisme et il t'appelle un nazi. parce que, Tout de suite, hein. bien sûr, parce que nous vivons dans un monde falsifié. En 1918, le 11 novembre, de la gauche à la droite de l'époque, les Clémenceau, les Jaurès, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils brandissaient le drapeau français, ils parlaient de patriotisme français, et ainsi de suite. Tout le monde. Ça appartenait tellement à tout le monde que c'était ni de droite ni de gauche, c'était le bien commun. Bon. Peu après, la gauche, elle a commencé à abandonner ses idées dans ce processus. Elle les a mis par terre, le drapeau, tous ces termes. Qui l'a pris? L'extrême droite, puisqu'elle était par terre, hop, moi je m'en empare. Donc aujourd'hui, si tu dis ça, on dit, il est d'extrême droite. Et il faut dire à chaque fois, non, moi je suis patriote, je suis français, voilà, je ne suis pas nationaliste, je suis patriote. Et c'est ni à droite ni à gauche. C'est comme la langue, la langue française, elle n'est pas à gauche, elle n'est pas à droite, elle appartient à tous les Français. Bon, à tous ceux qui parlent français. Et le patriotisme, c'est la même chose. Et Romain Gary avait parfaitement compris en faisant ce distinguo. S'il n'y a pas de patriotisme, la nation tout entière disparaîtra aux mains de ceux qui sont nationalistes chez eux, c'est tout, et qui vont s'emparer des biens. Bien sûr. Le nombre de gens en Afrique, dans les pays arabes, moi j'ai vu je m'étais fait traduire toutes les télévisions à un moment donné pendant 15 jours arabes. Et putain, nous on est pauvres, on n'a rien, on est incapables d'ailleurs de progresser. Là-bas il y a tout. Bon, allez tout prendre. Hein. D'ailleurs, de toute façon, il n'y a plus de guerriers pour défendre. Le porte sont vermoulu, on enfonce, on prend tout. On prend les maisons, on prend les voitures et on prend les femmes. Voilà comment ils parlent. C'est ça qui nous menace. Mais ici, on ne veut pas le voir. Et si on dit ça, c'est du racisme. C'est pas du racisme. Tu veux que je te traduise ce qu'ils disaient à la télévision? Tu veux que je te les traduire? Moi, j'ai passé 15 jours avec le gars que je vois tout à l'heure, là, Khaled Issa. Traduis-moi tout ce qu'ils disent, là, chaîne après chaîne. Il y avait au moins 110, il y aurait 15 jours. Ah, ben dis donc, comment ils nous voient? Waouh! Comment ils voient l'Occident? Mais comment est-ce que... C'est comme ça, c'est pas un jugement de valeur. Je me borne à constater des faits. Je me borne à faire un état des lieux. Faire un état des... Un état des lieux, voilà comment c'est. Mais c'est des lieux, nous qui vivons dans cette génération, moi qui suis français, comme on le constate. Que faire? Eh bien, avoir le discours politique qu'il faut, ne pas avoir peur, même publiquement dans une radio, de dire ce que je viens de dire, assumer ses choix, expliquer pourquoi, et le diffuser. Et puis ensuite, essayer de le diffuser auprès des hommes politiques pour qu'ils changent un peu. Ça, c'est difficile. Hein. Un peu tard. On verra aux prochaines élections présidentielles. Mais au moins, sensibiliser les gens à ces idées-là et au fait que l'heure est grave. Et que ici, comme on vit dans l'opulence, en réalité, par rapport au reste du monde, on le voit pas. Là, on est bien. Je demande un coca, il y en a. Je demande du café, il y en a. La paix règne, il n'y a pas de mort dans la rue. Bon, donc, ce qu'on dit, c'est de la connerie, ça n'existe pas. Non. Tu sors d'ici, tu vas voir dehors, tu vas recommencer dans les autres pays. Donc, il faut que les gens soient quand même sensibilisés au fait qu'ils habitent là par protéger du monde et que cette protection va disparaître s'ils eux-mêmes ne se dressent pas pour la protéger. C'est-à-dire ce qu'ont fait les générations précédentes, les 4 générations. La liberté dont nous disposons, la démocratie que nous utilisons, elle n'est pas tombée du ciel. Hein. Alors, il y a 3 siècles, 2 siècles, elle n'existait pas. Elle a fait de la conquête. Il y a des gens qui l'ont conquise, il y a des gens qui sont morts pour ça. Si on ne parle pas de nazis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plein de Français qui sont morts en 40 et en 45. C'est pas le hasard. Hein. Les gens ne comprennent pas. Donc, il y a tout à reconstruire intellectuellement à l'école. Mais l'école, maintenant, on ne fait plus rien. Mais si on met ça, si on met finalement cette... on va parler aussi de la grande sensiblerie dont on parlait souvent, la mort des héros. Alors en fait, c'est le passage de la sensibilité, qui est une chose honorable, à la sensiblerie, qui est en fait la maladie de la sensibilité. Et ce glissement, qui a été très graduel, on le constate aujourd'hui, mais alors sans problème. On va plus s'émouvoir ou pleurer pour
un chien qui a une patte cassée dans la rue que pour une tragédie à Sarajevo ou je sais pas où. C'est devenu complètement maladif. Et donc, si on est comme ça, le héros d'aujourd'hui, c'est qui? Ben, c'est la victime, évidemment. Celle qui pleure, qui geint. C'est pas le mec qui se bat et qui a peur de rien, même s'il se bat pour la liberté. Donc, tout ça fait partie de l'ensemble des choses, des maladies de notre société. Et qui ne nous permettent pas ni d'être prêts à affronter les défis du futur, ni même à comprendre ce qui nous arrive. La plupart des gens ne comprennent rien ce qui leur arrive. Comment recrée-t-on des héros? Finalement, regardez. Moi, je regarde l'atmosphère française. Tu te la quoi, là? L'atmosphère française. J'essaie de regarder les personnages qui font mon actualité, qui font mon présent. Je me dis, mais finalement, qui sont les héros? Qui sont les héros français? Je sais pas. Alors, faut pas jamais prétendre. En fait, il faut montrer l'exemple et les gens décident si vous êtes un con, un abruti ou un mec bien. Et dans tous les gestes, hein, la générosité comme le reste. En fait, il faut toujours propager le discours. Moi, comment je fais? J'écris des livres, je dis tout ça dans les livres. Le goût du risque, c'est pas un hasard. C'est pas la capacité au risque, c'est pas élogieux, c'est une boost. Éthique du samouraï moderne, ce traité d'éthique combattante que j'ai écrit, c'est pour que voilà ce que je pense, voilà comment il faut combattre, voilà comment on peut recréer ce que nous avons su être et que nous ne sommes plus, que les Kurdes sont toujours par exemple, et ainsi de suite, et que ça diffuse. Mais il y a toujours des gens, moi il y a plein de jeunes que je vois en permanence qui pensent exactement tout ça et qui ont envie d'être, si ce n'est des héros, du moins de tendre vers le haut. Et au moins, si ce n'est des héros, d'avoir de temps en temps des actes héroïques. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le héros, c'est celui qui doit faire tout le temps des actes héroïques. C'est vachement dangereux. Enfin, c'est... Quel boulot. Par contre, accomplir des actes héroïques de ci, de là, tout le monde peut le faire. Et en fait, chacun peut décider de le faire, peut s'engager ici ou là, mais c'est d'une société qui ne crée plus ces dynamiques. Aujourd'hui, si Christophe Colomb voulait partir, on lui dirait non, destination inconnue, retour improbable, tu bouges pas. Hein. Voilà, ça coûte moins cher. L'assurance et le machin, non. Donc nos sociétés, elles empêchent la création de tout ça. Donc c'est encore plus difficile pour les jeunes d'aujourd'hui que même moi, il n'y a pas si longtemps que ça. Et alors pour ce que c'était il y a un siècle ou deux, les Montfred et compagnie. Ben voilà. Mais si on en est conscient, on peut toujours décider de prendre le risque d'être différent. Est-ce que tu es prêt à mourir pour quelque chose? Bien sûr, mais ce que je dis, je leur ai dit, moi je dis, il faut être, si on veut vivre librement et être fécond, on doit se donner les quelques notions sacrées. Le sacré, c'est très important, et c'est pas religieux, hein, les quelques notions sacrées pour lesquelles on est absolument prêt à risquer sa vie, voire à mourir. La liberté, la démocratie, ma famille, mes amis. Oh, ça suffit. Ta femme? Mais j'ai ma famille, hein, voilà. Ma femme, mes enfants, les amis, la famille, la démocratie pour la politique, la liberté pour la philosophie. Ça suffit. Avec ça, on peut vivre vraiment très bien. On sait exactement ce qu'on fera dans telle ou telle circonstance par rapport à ça. Est-ce que tu es prêt à te battre pour ta liberté? Bien sûr. Mais je viens de dire, moi je vais défendre et risquer ma vie, voire prêt à mourir pour la liberté. Ça, c'est l'aspect philosophique, l'existence que l'on veut avoir, la démocratie. Ça, c'est la dimension politique de la société dans laquelle on veut exister. La famille, parce que c'était proche, etc. Quelques amis. Et c'est bon. Comment avez-vous rencontré vos maîtres stoïciens? Comment c'était Par la lecture. Par la lecture. Il y a combien de temps? Les stoïciens, c'était par petits bouts, hein, mais vraiment, quand vraiment j'ai mis à lire tous les textes stoïciens, les relire, les re-relire, les renoter, etc., c'était quand j'ai vraiment commencé l'étude de philosophie, quand j'avais 35 ans. Voilà. Et je ne cesse pas de les lire. Chaque fois qu'on lit des livres riches, on retrouve quelque chose qu'on n'avait pas vu à la 9e lecture, on voit encore des choses qu'on n'avait pas vues à la 8e. Donc on dit, en fait, avec tous les grands livres, les stoïciens en particulier. Et on se dit, tiens, c'est ma 9e lecture, et il y a encore des choses que je n'avais pas vraiment vues. Je ferai une 10e lecture. Allez, je relis ce texte dans un an. Pour quelqu'un qui veut approfondir sur le maître stoïcien, qu'est-ce que tu recommandes à lire? Alors, il y a en Pléiade les stoïciens, où c'est très simple, il y a 1200 pages, et il y a l'essentiel des stoïciens. Sénèque, Marc Aurèle, Épictète, mais également tous les grands stoïciens de la première époque, Zénon de Citium, le fondateur, Cléante, Chrysippe, Antipater de Tarse, Diogène de Babylone, sont tous là.
les petits morceaux qu'on a sauvés, les grands morceaux qui sont arrivés jusqu'à nous. En 1200 pages, on a une idée, et c'est très bien commenté, très bien expliqué. C'est au moins une introduction à la philosophie stoïcienne par les textes et les commentaires, qui est un bouquin. C'est celui que je relis tout le temps. Ils avaient fait la même chose sur les présocratiques. Avec 2-3 bouquins, tu peux passer 6 mois sur une île déserte, tu ne perds pas ton temps. Il y a une grosse tendance dans une génération de jeunes hommes qui font de l'influence vidéo. Où ils sont un peu valeureux, ils font du sport et ils parlent de Marc Aurèle tout le temps. Ils disaient les contemplations, on parlait de ça. Ah bon, comme je regarde pas, ils parlent de Marc Aurèle, j'espère qu'ils en parlent bien. Justement. Parce que s'ils en parlent bien, bravo, ça va diffuser. Mais si c'est le mettre à leur sauce... Mis à leur sauce, puis surtout ça sert un peu leur ego. Que pensez-vous de cette tendance? Est-ce que c'est une façon même détournée, mais de s'y approcher ou pas? Alors, je ne peux pas en juger avec certitude, puisque je ne les ai pas vus, ces vidéos. Je ne sais pas ce qu'ils disent de Marc Aurèle. Mais ma crainte, compte tenu de ce que... Ma crainte, donc ce n'est pas une accusation, c'est une crainte. Il faut être très précis. Ma crainte, c'est compte tenu de ce que font les influenceurs, les buts qu'ils poursuivent, ma crainte, c'est qu'ils détournent ces textes de leur profondeur pour les mettre à la sauce de je ne sais pas quoi ou à leur propre profit. Il faudrait en juger en regardant. Mais n'importe quel texte de n'importe qui peut être interprété hors de son contexte. Si on sort une phrase, voilà. Pendant le cas de l'esclavage, Aristote est condamné par par un certain nombre de gens parce que dans les politiques, il dit que sans les esclaves, les métiers à tisser ne pourraient pas produire des tissus. Donc il faut des esclaves pour faire ça. Si on dit ça, on dit ah oui, il était pour l'esclavage, c'est pas bien. Sauf qu'après, il explique bien d'autres choses qui met en perspective, et notamment le fait qu'à l'époque, tout le monde pratique l'esclavage. Aucune société n'est hors de l'esclavage. On prend les ennemis, on les fait esclaves, et puis voilà. Et puis après, les esclavages, on ne leur tape pas dessus. On n'est pas l'esclavage de l'époque du coton aux États-Unis. L'esclave, c'est précieux. Et non, il coûte cher. Donc voilà, on ne le casse pas. Donc on peut détourner complètement de leur contexte les gens. Faudrait voir, mais en tout cas qu'un des influenceurs qui sont là vraiment sur ces réseaux et ces machins, c'est l'antithèse de ce que peuvent être les stoïciens, me paraît bizarre. Mais peut-être qu'ils veulent se donner un vernis culturel. Je suis capable de citer les stoïciens. Mais comme pour les stoïciens, comme pour tous les philosophes, il faut de multiples lectures pour comprendre profondément ce qu'ils disent. Quand je parlais de 8e, 9e, parfois 10, 15 lectures, je suspecte ces gens-là d'avoir vu à toute vitesse un condensé, un résumé par ChatGPT, et je te prends là-dedans la phrase qui peut me convenir, et puis je la vois. Donc, le détournement de la même manière qu'on a détourné le mot patriote, il peut y en avoir de tous les côtés. Hein. Et est-ce qu'il y a-t-il une rencontre ou un lieu qui a transformé ta vision de l'être humain, de l'expérience de vie? Il y en a eu plein, et au fur et à mesure, la guerre d'Afghanistan, voir la guerre la première fois, c'est un choc lumineux de compréhension de l'humanité, de ce qui se passe, qui est confirmé après par d'autres choses. Mais en fait, c'est une foultitude de moments différents, de rencontres différentes, mais comme elles se suivaient sans arrêt, comprendre la nature humaine, quand je suis parti en Amérique du Sud, donc à 18 ans, pas d'argent, rien, je découvrais finalement que, je fais du stop, au Brésil, je me souviens, j'avais gagné un peu d'argent en Guyane, dans le chantier forestier, mais il est vite parti dilapidé au Brésil. J'arrive à Brasilia, je me souviens, il me restait 50 centavos. J'ai très bien centavos au Brésil à l'époque. J'avais payé le bus pour faire Belém-Brasilia. J'ai eu à Brasilia, après je descends à Rio de Janeiro, on va visiter le monde. Bon, il me restait je ne sais pas combien, et après il me restait 50 centavos. J'arrive, je descends du gars, il y avait un truc ambulant avec des cafés. C'est combien le cafézinho? 50 centavos, c'est génial. Un café. Et maintenant, j'arrive à Brasilia. Maintenant, j'ai vraiment plus un sou. Ça va être génial. Et j'ai dormi dans la cathédrale, je me souviens, le soir, parce qu'il pleuvait. Je me suis crevé dans la cathédrale, je peux dormir là? Bon, bien sûr, la maison de Dieu. T'es pris au pied, je dois me laisser là, moi. Et je me souviens que... Alors, j'ai plus d'argent, je fais du stop pour aller à Rio de Janeiro. Et là, ma découverte, ça a été que les riches étaient les moins généreux. C'est-à-dire que les mecs qui me prenaient étaient toujours des gens assez pauvres, des camionneurs. Et puis après, ils descendaient, c'était long, le trajet Brasilia-Rio de Janeiro. Et je me souviens qu'ils s'arrêtaient pour manger dans les churrascarias. Et moi, on va manger, je dis non, seulement. C'est bon, j'ai pas faim. Un mec, il dit, attends, il est jeune, là.
Il n'a pas mangé depuis ce matin, je l'ai pris ce matin, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, non, allez, je t'invite. Ah bon, d'accord, je viens. Vous faites, oui. Une autre fois, j'arrive dans une... pareil, sur les bords des routes, il y avait un petit restaurant. Je lui demande un verre d'eau, s'il vous plaît. Voilà. Bon, je prends mon verre d'eau. C'est un mec sympa, il me donne le verre d'eau, il y a plein de gens. Il se dit, il doit comprendre aussi, le mec, il a son verre d'eau avec son sac sur le dos, le jeune, un étranger. Et il vient, je te donne une feijoada. Ouais, j'ai pas de sous pour payer. Ah, c'est pas grave, je te donne. Ah, j'ai dit, ça, c'est un restaurateur sympa. Et tout le long comme ça. Et le dernier chauffeur qui m'a pris, on arrive dans la banlieue de... Par contre, tous les jours, les belles bagnoles, ça, personne ne s'arrêtait. Je me dis, très bien, je lui dis, mais en fait, les riches, en fait, c'est les moins généreux. Enfin, je fais une constatation, on va pas encore faire une règle générale. Mais enfin, tous les jours, je vois que c'est les pauvres qui me prennent dans leur bagnole, dans leur camion, et les riches, quand ils ont des belles bagnoles, personne ne s'arrête. Et quand j'arrive à Rio de Janeiro, j'allais à Copacabana, et le chauffeur dit, oh, il faut traverser toutes les favelas, etc. Le camionneur, qui est dans la banlieue, il s'arrête. Il appelle un taxi, il dit, tu l'emmènes là-bas, la Rua Paola Freitas, c'est là où il veut aller, et je te paye. Et il avait payé mon taxi pour que je... Un camionneur, c'est pas un riche. Donc pour dire les rencontres, parfois, c'est pas des rencontres. Ah, mais c'était même à Maracaibo. Il s'appelait Pedro. Je crois que c'est Maracaibo, il faut que je vérifie. J'atterris en ULM à Maracaibo. Je suis plus tout à fait sûr, c'est Maracaibo, enfin une ville, ou Venezuela ou Colombie, il y en a eu tellement. À l'aéroport, en entrant, donc c'est l'aéroport d'entrée. Et là, je mets mon ULM en attente pour partir le lendemain. Où je vais aller, c'est le soir qui tombe. Et je vois un mec qui balaye, et je lui dis, où est-ce qu'il y a un hôtel dans le coin, comment on fait pour aller en ville, tout ça. Il dit, mais vous n'allez pas aller en ville maintenant, c'est dangereux, on n'est pas compte. Et où vous voulez aller? Ben, j'en sais rien, dormir, quoi. Puis après, je reviens demain, ah non, vous pouvez pas faire ça, vous allez vous faire assassiner, etc. Si ça vous dérange pas, je termine là, je mon truc, et puis je vous emmène chez moi. Mais il me dit, mais moi, j'habite dans une favela, ça, c'est un très pauvre. Ah oui, mais ça m'intéresse, ok, d'accord. Et il m'emmène, et j'arrive chez lui, très, très pauvre, mais très propre. Avec sa famille, ça. Et j'ai passé... Et il a tout fait pour moi, il m'a mis il a fait dégager un lit, ça. Il a appelé tous ses copains autour de lui, on a passé une soirée extraordinaire, vraiment géniale, ils ont fait à manger, racontez-nous votre vie, qu'est-ce que vous faites, j'ai raconté des histoires, et vous, qu'est-ce que vous devenez, comment vous vivez, des balayeurs, des ouvriers, etc. Et le lendemain matin, il est reparti à son travail, il m'a emmené dans le même bus pour que je ne sois pas en danger. Ce mec-là, c'était un des plus pauvres que j'ai jamais eu. Son boulot, c'est balayer dans l'aéroport de Maracaibo ou notre village, je me souviens pas très bien. Ben ça, c'était des rencontres qui m'ont plus appris sur la nature humaine que bien d'autres choses. Mais vraiment, le trajet, finalement, entre Belém et Rio de Janeiro, sur qui sont les généreux dans l'existence, ça, c'était très clair. Et ça s'est confirmé par la suite, jusqu'à aujourd'hui. C'est une bonne question, non? Qui sont les généreux? Ouais. En général, les gens qui ont subi des choses difficiles dans leur vie, qui comprennent l'autre qui est pauvre. Alors, c'est pas général. Tous les pauvres ne sont pas généreux, tous les riches ne sont pas avares. Mais grosso modo, de manière générale, c'est ça la quantité. Les gens qui ont connu des tragédies, des difficultés, comprennent mieux la difficulté de quelqu'un. Tu as raconté une histoire, une fois, d'un homme aveugle à Madrid. Ah oui, ça c'était... je commence un de mes livres avec ça, d'ailleurs. Oui, voilà. L'aveugle de Madrid. Et c'est une histoire que quand quelqu'un me parle d'une vie d'aventure et puis c'est le champ de possible, je dois tout à fait raconter l'histoire de l'aveugle qui voulait faire un tour du monde. Oui, et alors en fait... Tu peux nous en parler un peu de alors, l'aveugle, moi je l'appelle l'aveugle de Madrid, c'est le jour de Noël 1974. Je suis avec mon ami Hugues Tissandier, on prépare notre expédition, ça c'est après ma fugue au Congo. On va aller s'entraîner, on va traverser le Portugal à pied, d'est en ouest. On part avec sa voiture, une Fiat 850, je me souviens de tout, et on descend, on traverse la France, et on arrive le 24 décembre, on est proche de Madrid. Hugues conduit, moi je suis à côté, la petite Fiat 850, et c'est à un moment donné, pas loin de Madrid, il y a un autostoppeur qui fait du stop sur la route. Moi, vu ce qui m'est arrivé en stop avant, j'ai compris la souffrance du mec qui attend, et on s'arrête, on le prend. On s'arrête, 50 mètres, j'ouvre la porte, je descends, parce qu'il fallait, c'est pas des 4 portes les voitures, donc je descends pour pouvoir... Puis je vois le mec arriver avec une canne blanche. Putain, le mec, il m'avait pas vu que c'était aveugle. Hein. Putain, le mec, il charrie, quoi. Pour se faire prendre en stop, il fait pitié avec sa canne. Mais quand je arrive, non, il est vraiment aveugle, comme ça, là. Putain, c'est incroyable, l'aveugle, qu'est-ce qu'il fout là? Bon.
tu montes et on part. Et tout le long avant d'arriver à Madrid, il nous raconte que il a fait le tour de l'Afrique l'année précédente. Et maintenant, il part faire un tour du monde. Je dis, vous avez fait le tour de l'Afrique? Il était derrière, vous avez fait le tour de l'Afrique? Ah oui. Mais pourquoi? Moi, j'ai toujours rêvé de faire des aventures, je suis aveugle, je lisais des livres, on braille. J'imaginais les choses, et puis un jour, je dis, j'y vais. Je dis, mais comment vous faites? Et il nous raconte comment il vivait. Il dit, partout, je cherche des yeux. Des gens qui vont me dire ce qui se passe, etc. Et on arrive à Madrid, on trouve un hôtel ensemble. Avec Hugues, on prend une chambre, lui, on prend une autre. Et Hugues tombe, il avait mal au ventre. Il dit, la nuit de Noël, je vais la passer au lit, j'en peux plus, je vais vomir. Mais l'aveugle, il me dit, est-ce que tu veux pas être mes yeux pour la nuit de Noël? Parce que là, je vais pas rester dans la chambre de Noël, je vais aller voir dehors. Et donc, j'ai passé tout le réveillon de Noël avec ce type, dans les rues de Madrid. Il me dit, j'entends des chants qui chantent là, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Bon. Le lendemain, nous, on repartait. Et lui, il restait quelques jours à Madrid. Donc, on est parti, on a échangé nos adresses. J'ai perdu son adresse. Un bout de papier, on l'a perdu. Je suis parti, j'ai plus jamais entendu parler de lui. On a fait notre traversée à pied du Portugal, tout ça, on s'entendait. Puis j'ai un peu oublié le gars. Et quelques années après, sur le coup, on s'est dit, putain, le mec, il nous a donné une leçon, nous, on est nuls à côté. Hein. Nous, on s'entraîne pour aller marcher, on voit, on est en pleine santé, lui, le pauvre, un peu, c'était maigrichon. C'était une leçon que rien n'est impossible. Et après quelques années, devant chaque chose impossible, je repensais à l'aveugle de Madrid. Putain, ce mec-là, il nous a donné une leçon. Jamais dire c'est impossible. Voilà. Wow. J'ai 2 questions pour terminer. La première, les femmes et l'aventure. Est-ce que c'est toujours une fatalité? Est-ce qu'on peut concilier? Alors, je suis la preuve vivante qu'on peut concilier. Les femmes, c'est très important. Sans les femmes, on ne serait rien, franchement. Elles nous construisent autant qu'on se construit nous-mêmes, et à nous de les construire autant dans les vrais échanges. Je ne suis pas sûr d'avoir été un bon mari et d'avoir donné autant que j'ai reçu, mais j'ai eu la chance d'avoir été aimé par plusieurs femmes qui m'ont donné vraiment ce qu'il fallait et qui m'ont permis de concilier l'aventure et l'amour. Et donc, dans les 3 A de mon existence, il y a l'amour, il y a l'aventure, il y a l'art, c'est la littérature. C'est les 3 A. Et bien, l'amour a été aussi... j'ai eu autant de chance que pour l'aventure et le A de l'art, de la littérature. Donc, mais il faut trouver la femme qui convienne, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'accepteraient pas. Il y a des femmes moi j'ai des amis qui voulaient faire des aventures, qui ne sont jamais parties, qui ont arrêté. Si leur femme me dit, si tu continues, moi je te laisse, je vais à la maison, etc. La contrepartie, c'est quand on a trouvé la femme qui accepte, c'est ou de la faire participer, c'est ce que je fais avec ma femme actuelle, un maximum de choses, faire participer à tout, et quand il n'y a pas pour les enfants la quantité de temps, donner au moins de la qualité. Voilà. En fait, bien éduquer les enfants, voilà. Mais c'est pas facile, hein, mais c'est possible. Et que diriez-vous à un jeune de 25 ans, 30 ans? Qu'est-ce que vous trouvez d'important? Qu'est-ce que, pardon? Qu'est-ce que vous pouvez transmettre? Une bouteille à la mer pour la jeune génération, celle d'aujourd'hui. Si on a des vocations, vraiment une vocation, c'est-à-dire j'ai envie de faire ceci, tel métier, tel truc, surtout, ne pas y renoncer. Il vaut mieux avoir des regrets un peu plus tard, ça n'a pas marché, que des remords de ne pas l'avoir fait. Donc l'élan vital de vie qu'on trouve chez Zorba, dans ce magnifique livre Alexis Zorba, Nikos Kazantzakis, doit habiter les gens. Et la vie ne vaut la peine vraiment d'être vécue que si on tente d'y introduire ses passions, ses rêves, etc., quel qu'en soit le prix. Et si, à 20 ans, on n'est pas capable de dire « je mets sur la table le prix à payer pour ce que je veux », alors franchement, c'est qu'on est déjà vieux. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je voudrais que tu nous parles un peu de Good Risk. Une fois, je l'avais retombé sur lui par hasard, dans les moments précis. Tu vois, c'était le jour où je t'ai rencontré. C'était le libraire qu'il avait. Donc, hasard au destin, il était là pour moi, pour me consoler. Alors, le risque, il est consubstantiel à la vie, comme la mort. La vie est pleine de risques. Et avoir peur du risque, avoir une aversion au risque, pour une quête éperdue de sécurité telle que le veulent nos sociétés, c'est une autre maladie de nos sociétés. C'est une maladie de la vie. Il faut aimer le risque. Dans ce cas-là, on ne le craint plus, on est capable d'en prendre pour tout ce qui vaut la peine, mais il faut tous les risques nécessaires et aucun risque inutile. Un risque à la con, sauter en parachute sans parachute, le commode, on n'a rien à foutre. Par contre, le risque
le risque d'aimer, le risque de partir, le risque de vivre à fond la caisse, ça, si on ne l'a pas, c'est foutu. Donc, quand on a écrit Le goût du risque avec Andrea Marcolongo et Loïc Fina, c'était pour redonner, non pas la notion du risque pour la comprendre, elle est évidente, mais de redonner envie de ne pas craindre les risques. Le goût du risque, ça fait partie d'abord de... Un aventurier, s'il n'a pas le goût du risque, ça ne marche pas. Ça marche pas. Et d'abord, dans un monde qui est obsédé par la sécurité absolue, quelle place va rester pour le courage? Ben, de moins en moins, puisque tout coïncide pour éliminer tout ça. Et il n'y aura que de grandes crises pour remettre ça devant, mais c'est compliqué. Donc, parce que le risque va avec le courage. Si on a le goût du risque, on doit manifester un courage. Sinon, s'il y a un risque, ouais, j'en ai le goût, je le vois, je ne peux pas y arriver. Ça ne marche pas. Donc, c'est tout en fait un enchaînement de capacités et qui doivent venir de l'éducation dans la famille, de l'éducation à l'école, de l'éducation dans la société elle-même, mais qui pour l'instant vont à l'inverse de ça. Le discours de la famille. Moi, quand j'étais petit, on tombait par terre, ma mère regardait, t'as une blessure, si c'est grave, on va à l'hôpital, mais si c'est juste une coupure, même pas on fait rien, tu te débrouilles, tu te soignes comme ça. Aujourd'hui, une petite coupure, le pansement, donc, tout est fait dans la société, dans la famille et à l'école, donc les 3 strates de l'éducation, pour nous protéger en dépit de tout. Et nous empêcher finalement de voir la vie telle qu'elle est. Donc ça, il y a tout à reprendre. Tu parlais déjà pour aller vers la fin, après ce sont qu'il te reste très peu de temps, mais on a les deux, nous, une grande partie de l'éthique du samouraï. Ouais. Et surtout, moi, je commençais à les lire quand j'étais au Alors, éthique du samouraï moderne. Moderne, voilà, l'éthique du samouraï moderne. Parce que celui du XVIe siècle, il ne m'intéresse pas tellement. bien précisé. Ouais. Alors, aujourd'hui, il est certain, de mon point de vue et de les tiens, je crois, que nous vivons dans une crise morale qui exige d'une certaine façon de revenir à des codes anciens. Pourquoi tu crois qu'il y a cette crise morale? Parce que nous sommes entrés dans des sociétés où Shakespeare, je crois que c'est dans Hamlet, bon, Shakespeare en tout cas, mais je sais pas, disait la paix et la prospérité produisent des nations de cobards, de couards. Bon. Et c'est pas bien de dire ça, mais en fait, il ne portait pas un jugement de valeur, il faisait un constat. Quand on vit dans l'opulence, dans la satiété, dans la sécurité, etc., automatiquement, nos défenses personnelles, intérieures, tout se ramollit. Et donc, on peut être conduit vers des crises morales du socle de valeurs qui précédait. Mais c'est logique, ça va se passer comme ça. Si demain, les Chinois, qui passent 3-4 générations dans l'opulence de plus en plus grande, il est possible qu'ils deviennent complètement, comment dirais-je, dans leur propre crise intellectuelle et morale. C'est pas fatal. Enfin, c'est pas fatal pour les Français ou les Occidentaux. C'est comme ça. Alors, de quand elle date et les raisons, c'est compliqué. Mais en tout cas, ça part aussi d'une chose, c'est que dans notre histoire, on ne veut plus voir que les mauvaises choses. On ne prend pas l'histoire globalement. Et donc, on vit dans un règne de la culpabilité permanente, de la haine de soi qui est constante. On ne s'aime plus, on ne s'admire plus. On est vraiment, alors qu'on a fait de grandes choses. Et donc, à partir de là, on rentre dans une crise morale qui est automatiquement. C'est-à-dire qu'on n'aime pas être français. On considère qu'on n'a fait que du mal dans l'histoire, que les autres, ce sont des saints. Et là, on rentre dans un discours qui n'est plus dit que par la droite, alors que la gauche, à une certaine, continue à le dire quand même. La gauche chevènementiste et tout ça. Mais c'est une réalité qui conduit à des crises terribles. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. C'est de toute façon comme ça. Tu parles surtout que le samouraï vivait pour servir. Et aussi, il y a une société qui est obsédée par le moi et pas pour les autres. Ben oui, parce que tout va de pair en fait. Une société dans laquelle l'autre, parce que c'est une vraie société, tout ce qui arrive à mon voisin m'arrive à moi parce que nous faisons socle commun. Quand il n'y a plus ça, ben on rentre dans une crise morale. C'est-à-dire que le sens de ma vie, c'est quoi? Donc, pour moi, l'éthique du samouraï moderne, c'est la perception certaine qu'on ne vit pas que pour soi, qu'on fait société avec d'autres. Et que dans des sociétés comme les nôtres qui sont atomisées, chacun est dans son coin,
Même maintenant, tu mets tes écouteurs dans le métro, chacun est dans son machin, même en vélo, tu t'écoutes plus ce qui se passe. C'est le cycle vraiment infernal de l'atomisation des individus. Ben, tout ça va exploser. Tu crois que quelle est la vertu ou la valeur qu'on a perdue le plus? Peut-être qu'il nous faut revenir à ces valeurs. Bon, c'est un ensemble de choses. Même il y a des perversions de la générosité qui sont manifestes. Il y a le courage qui, évidemment, le goût du risque, le courage. L'idée même du sacré non religieux dans lequel qu'on doit reprendre pour trouver une raison de vivre. Tout ça, je l'avais développé dans l'éthique du samouraï moderne, de telle sorte que soit charpenté, ça ne faut pas dire n'importe quoi, et que les gens se disent, bah oui, finalement, faire preuve de courage, c'est important, et Dieu sait s'il y en a de moins en moins. Et aussi bien le courage intellectuel que le courage moral ou le courage physique. Hein. Donc, en fait, on est dans une telle crise intellectuelle, spirituelle et morale qu'il faut tout reprendre. Hein. Mais c'est exaltant d'ailleurs, tiens, mais waouh, tu payes, il y a du boulot. Oui. C'est pas le moment de dormir. Voilà, ça peut être très exaltant. Il faut le prendre comme ça d'ailleurs. Pour fermer, qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens, tout le peuple de l'Amérique du Sud? De l'Amérique du Sud? Si, bien sûr. Ben pour l'instant, vous habitez encore, d'un point de vue extérieur, la part protégée du monde. Vous n'avez pas grand-chose à craindre des Turcs, des Iraniens. Bon. Par contre, de manière intérieure, il y a encore du boulot. Pour les libertés, pour l'économie, pour tout le reste. Mais les Sud-Américains, par rapport à leur histoire, en oubliant les peuples autochtones. Bon. En oubliant les peuples autochtones, ceux qui étaient là avant. Comment? Non, mais pour l'instant, on les met à part pour pouvoir... parce que sinon, on est culpabilisé pour tout ce qu'on veut. Il y a encore du chemin à faire, mais le combat pour les libertés, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça, particulièrement pour les Sud-Américains, parce que les Sud-Américains font partie, potentiellement, mais pas effectivement, font partie des nations issues de la démocratie européenne, issues d'eux, comme les Américains du Nord. Hein. Mais le boulot est encore important pour revenir à ce qu'il faudrait être, notamment pour les libertés. Et en fait, ça devrait faire un socle commun. Le nouveau monde tout entier et l'Europe, normalement, c'est un seul monde. Et surtout les études. Revenir au livre, revenir au alors, centimètre. Pour le reste, on dit la même chose hein, que pour le reste. C'est que la civilisation du livre dont nous sommes issus est extrêmement menacée aujourd'hui par la cannibalisation des écrans. Et c'est valable, je pense, à Paris comme à Buenos Aires. Bon. Ça c'était pour moi... mais revenir à la civilisation du livre. C'est-à-dire que c'est pas seulement au livre à lire, mais à savoir que c'est une civilisation, le livre. La civilisation du livre, c'est celle qui nous a tout appris, qui nous a tout dit, aussi bien en philosophie qu'en littérature, qu'en art, qu'en tout ce qu'on veut. Et que c'est ce qui développe le mieux cognitivement notre cerveau. Donc, un grand merci, Patrice. De rien. Je te remercie d'être le premier Français. Merci, Stéphano, de nous accompagner. Merci, Patrice. de rien. Et on t'attend un jour, peut-être avec ta boudeuse ou avec ton ONM, Sur le... peut-être dans un gyrocoptère. Ouais.